Oui, je vais vous parler d'un roman qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, d'un auteur français qui s'appelle Philippe Hanoc, « Seule la nuit tombe dans ses bras ». Donc le dernier livre de Philippe Hanoc, enfin l'avant-dernier, parce qu'il il en écrit pas mal, il en a déjà publié un depuis. Donc ce livre est un roman d'amour impossible, une rencontre qui n'a pas lieu, une rencontre virtuelle, une rencontre sur Facebook, même si par la suite elle donne lieu à un vrai rendez-vous des corps, dans un vrai décor, ce n'est quand même pas une rencontre. Herbert Kahn, pour vous situer un peu le contexte, Herbert Kahn est professeur des écoles et écrivain. Il fait la promotion de ses livres sur Facebook, il s'y perd un peu, il ne sait pas trop quoi faire, et il fait la connaissance d'une certaine Colline qui enseigne l'espagnol. Tous deux mariés, ils habitent à plus de 750 km l'un de l'autre en France. Ils se rencontrent donc sur Facebook. Facebook qui devient du coup l'univers parallèle où se joue l'aventure de leur double virtuel, une histoire d'amour et de désir. Coucher par écrit, est-ce que c'est tromper? Pourrait écrire Herbert, puisqu'il est écrivain. Car Herbert ne couche pas avec Colline, qui ne couche pas avec Herbert, à moins que les mots eux-mêmes ne puissent donner corps à leur étreinte imaginaire. Les allusions à des auteurs, les citations littérales ou déformées des textes littéraires connus, les pastiches, les parodies, foisonnent dans les romans de Philippe Hanoc, et Seule la nuit tombe dans ses bras ne déroge pas à la règle. La référence autotextuelle est très présente dans cet ouvrage, avec notamment la mention à des textes antérieurs de l'auteur ou à l'auteur lui-même, avec entre autres le personnage d'Herbert Kahn, qui apparaissait dans son premier roman, qui s'appelait Une affaire de regard, qui était publié au Seuil en 2011 et qui a été réédité chez le même éditeur, Quidam, en 2014 avec un autre titre, rien, entre parenthèses, qu'une affaire de regard, comme il le fait remarquer clairement dans ce passage. L'auteur préfère rester dans la fiction des mots, on peut le comprendre, il ne faut pas perdre de vue que lui-même est un être de fiction, un peu comme tout le monde, certes, mais quand même davantage, puisqu'il a déjà joué, lui, le rôle du héros quand il était plus jeune dans un précédent roman. L'auteur fictif est un double dégradé de l'auteur, à qui il prête certains de ses intérêts et traits de caractère en les noircissant légèrement, ce qui est une manière de les aborder de façon biaisée. Il transforme également le titre original du livre d'Herbert Kahn, qui, quand on ouvre la page de couverture, a un autre titre, c'est Même la nuit tombe dans ses bras. Avant, c'était, et ça devient Seule la nuit tombe dans ses bras. L'auteur s'autorise donc cette modification afin de s'approprier en partie le travail d'Herbert Kahn, tout en cherchant dans le même temps, c'est un peu dichotomique, à se désolidariser et à prendre des distances pour faire entendre l'écho de sa propre voix. Prouver son existence au lecteur incrédule est l'obsession constante de nombreux personnages de Philippe Hanoc qui sont en quête d'identité. Je ne vais pas vous citer tous ces titres, mais par exemple le premier, Rien qu'une affaire de regard, ou Liquide, ou Paliev, et le tout dernier donc qui s'appelle Mon jeune grand-père, qui parle de la guerre 14-18. Écrire, se raconter, c'est selon l'auteur résister au vertige du vide et à l'agression constante du monde qui cherche à nous effacer. Peut-on s'aimer sans se voir, sans se toucher, sans jamais se rencontrer? Peut-on s'aimer de mots que l'on poste ici ou là, de chats, de mails ou d'échanges téléphoniques furtifs? Est-ce encore de l'amour ou bien est-ce autre chose? Corps à distance derrière l'écran de l'ordinateur qui efface le souvenir précis de la rencontre, car sans vis-à-vis, sans contact direct, sans relation corporelle dans un même espace, il n'y a pas de rencontre possible. Une citation, « Il avait tellement d'imagination qu'il n'avait pas besoin de la voir pour avoir peur de la perdre. » Il relit sa phrase. C'est une belle phrase. Elle dit bien ce qu'il ressent là. Il va la poster sur Facebook et, comme ça, elle va la voir. Elle va comprendre. Ce sera comme un cri murmuré, ce phénomène acoustique qui permet à deux personnes éloignées de s'entendre à l'insu de la foule qui les entoure, d'un pilastre à l'autre, du Pavaglione, de la Tenda Rouge, de Bologne, de John Berger. Et peut-être dans la réalité. Il va la poster sur Facebook et les autres, ses contacts, ses amis, croiront juste qu'il écrit un nouveau roman. Après tout, peut-être qu'ils ne se tromperont pas. Peut-être qu'il écrit un nouveau roman. Oui, peut-être bien, après tout, qu'il est en train d'écrire un nouveau roman. Philippe Hanoc multiplie les strates de son texte
pour en saturer le système énonciatif, en accroître la poéticité. L'intratextualité permet la dilution du moi de l'auteur, elle engendre l'embarras du lecteur, qui ne sait plus à quel sujet, parfois à quel sein, se vouer. L'autotextualité se situe dans la même logique, renforçant le brouillage énonciatif pour installer le texte dans le présent de la lecture. Le premier message est envoyé. Banalité d'usage. En tant qu'écrivain, il lui transmet des liens vers son travail. On connaît assez ça. Colline répond aimablement à son envoi, et dans son message, un mot déclenche tout. Attirant. Elle le trouve attirant. Il y avait une sorte d'accélération du temps, écrit-il, dont jamais jusque-là il avait fait l'expérience. Ou alors il y a longtemps. Le temps ne se suivait plus. Il s'empilait devant lui. L'ordre chronologique déjà lui échappait avant même de s'effacer de sa mémoire. Ne lui parlait-elle pas de vie commune alors qu'il se vouvoyait encore? Car il se vouvoyait encore. Lui-même, toujours sur la réserve, plus de caractère que de volonté, avait laissé s'installer cette habitude. Et puis, il trouvait charmant qu'une fille qui lui montrait ses seins n'osât pas le tutoyer. Charmant comme un subjonctif imparfait dans un roman sur Facebook. Leur relation virtuelle, discutée en ligne, s'envoyer des messages, des photos, des vidéos, ne dure finalement que quelques semaines. Très vite, la difficulté de concilier une double vie, celle des échanges sur Internet ou au téléphone, par SMS, par chat ou conversation de vive voix, et la vie familiale, au moment des vacances pour eux, se révèle plus compliquée que prévu. Face à la perspective de vivre ensemble, dans la vraie vie, et non IRL, in real life, IRL, ça sonne comme irréel, pourtant. La vraie vie est irréelle. L'auteur s'est jeté le trouble chez ses lecteurs en multipliant les effets de voix. Le texte comme trace s'y confronte sans cesse au texte comme voix. Son écriture est hantée par une multitude de voix, souvent difficiles à distinguer les unes des autres. Le lecteur a parfois l'illusion d'entendre la sienne, ce qui participe à sa fascination. L'auteur fictif, Herbert Kahn, évoque sa relation avec Colline, à la troisième personne du singulier, à l'imparfait, tout en réfléchissant à voix haute à l'histoire qu'il est en train de vivre, puis, au milieu du livre, d'écrire, au présent de l'indicatif. Il écrit « Elle n'avait pas tort. Il en riait tout seul devant son écran. Cette fille était drôle. Elle n'avait pas que de la poitrine. Que voulait-elle savoir avec ces questions ?» Il se demande ce qu'il doit raconter ensuite. Ce n'est pas tant qu'il y ait tant à raconter en termes d'événements, pourtant tout se basculait, tout se bousculait. Il y avait une sorte d'accélération du temps dont jamais jusque-là il n'avait fait l'expérience, ou alors il y a longtemps. Le temps ne se suivait plus, il s'empilait devant lui, l'ordre chronologique déjà lui échappait avant même de s'effacer de sa mémoire. Philippe Hanoch s'amuse à créer une confusion énonciative que le lecteur a parfois du mal à débrouiller pour dissimuler sa propre voix d'auteur dans un brouhaha de voix vives ou représentées. De voix intérieures aussi, produisant ainsi non seulement un effet comique, mais aussi un effet de réel puissant, ici et maintenant, dans le temps de notre lecture. Le lecteur devient un des acteurs du texte, prêtant alternativement sa voix à tel ou tel personnage, pour s'assurer qu'il entend correctement ce texte. Très révélateur notamment les longs échanges érotiques sur Messenger, où ils se disaient ce dont ils avaient envie, là, tout de suite, et le conditionnel y laissait vite la place au présent de l'indicatif. Elle avait les mots, elle aussi, pour dire le plaisir qu'elle avait à le voir se caresser pour elle, et jouir, et éjaculer. Ça l'excitait, elle le disait en toute simplicité, comme tout ce qu'elle disait. Il suffisait qu'elle le dise pour qu'il sache que c'était vrai. Le sexe d'un homme en érection, et du coup, cette sève qui giclait, ça la fascinait. Leurs longs échanges érotiques à 800 km de distance les réjouissent donc, dans un premier temps, avant de finir par les frustrer. Le chat, qui au début de leur histoire leur avait permis de lever certaines inhibitions, de précipiter une relation à ses prémices, d'accélérer leur liaison, devenait tout à coup, avec la distance du virtuel et de ses outils renforcés par la distance physique, géographique, corporelle, une invention du diable, écrit-il, un truc qui ressemble à une conversation et qui n'en est pas une. En plus des mots d'amour échangés et vite effacés, pour que les conjoints n'en sachent rien, s'ajoutent rapidement les photos suggestives, ce qui provoque des situations cocasses.
L'érotisme est très présent, obsédant, peut-être un peu trop. L'auteur en est d'ailleurs parfaitement conscient, qui avoue, non sans ironie, à un endroit du livre, c'est trop là, il y a trop de sexe. Si jamais ce livre est publié un jour, le lecteur va faire une overdose. Aménager des espaces de création au lecteur, plutôt que de lui donner tout de suite. Tenir son lecteur à distance. Le rire, ici, n'a rien de carnavalesque. On est loin du rire de Rabelais, qui se rapproche du rire de la vie courante. Il naît de notre interaction avec un sujet qui s'esquive et nous tend un miroir. L'humour présent dans quasiment tous les ouvrages de Philippe Hannock est lié aux interactions que l'auteur cherche à établir avec son lecteur. Un jeu qu'il établit avec lui, un jeu sérieux avec les mots et les situations. L'auteur écrit sur le vide, sur le langage, palliatif pauvre au vide. Son livre tente de combler le vide par la parole, nous fait vivre aux côtés de personnages pris au piège d'une situation dérisoire, d'enfermement social, sans désir d'aller au-delà de cette relation virtuelle et qui se retrouve dans un espace très délimité, le cadre étriqué de la messagerie Messenger et des photos qu'il s'envoie. Les assonances et les allitérations obligent le lecteur à redonner aux mots leur volume phonique et à rire de la grandiloquence feinte dont ils témoignent. L'aporie des échanges érotiques dont l'auteur parvient à restituer jusqu'à l'absurde déclenche notre rire en écho à la gêne du narrateur. Les gifs animés sont les oracles de notre temps, écrit-il. Ils nous annoncent notre avenir. En piètre aruspice qu'il a toujours été, il n'avait pas su interpréter celui-là. Ou plus loin, en écrivant « J'ai vraiment des choses à te dire », il avait le sentiment d'avoir plein de choses à lui dire. En relisant « J'ai vraiment des choses à te dire », il se demandait s'il aurait vraiment tant de choses à lui dire. Tant de choses à dire. Il se demandait s'il avait des choses à dire. Quelque part, dans sa vie, quelque part, dans le monde, des choses à dire. Le lecteur doit sans cesse être en éveil en lisant le texte s'il veut entendre toutes les voix qui l'habitent. L'auteur impose à ses lecteurs un constant travail de réécriture, le même qu'il s'autorise en tant qu'auteur sur le texte de l'auteur fictif qui est Herbert Kahn, qui nous apparaît tout d'abord comme le récit d'une histoire d'amour, puis le récit de cette même histoire en cours d'écriture sous la forme d'un livre, un livre dans un livre. Récit de la rencontre, puis bascule vers l'écriture du livre, mais pendant ces deux mouvements, deux moments qui se chevauchent, se joue de la temporalité du récit, superposition des voix et des temps. L'univers parallèle des réseaux sociaux permet la naissance d'une relation à distance et l'éclosion d'une double vie, mais celle-ci finit par se confronter à l'incontournable question de la présence. L'univers des réseaux sociaux ouvre à tous les malentendus. Les rencontres sur Facebook empêchent de se souvenir, on l'a vu à l'instant, des circonstances de leur avènement. Dans la réalité, la mémoire s'accroche en effet à des détails matériels, parfois anodins, un lieu, un sentiment, le temps qu'il fait, pas forcément plus tangibles que ceux des réseaux sociaux, mais dont on parvient mieux à se souvenir, car leur écriture est plus immatérielle. On peut bien tenter de remonter le fil d'actualité de notre profil Facebook, le journal de nos connexions et de nos interactions, mais à part l'artiste dont tu viens de parler, qui le fait? Techniquement même, c'est assez compliqué. Ce n'est pas le virtuel qui remet en cause leur relation amoureuse et précipite la rupture de ces deux personnages, mais la distance. Pour durer, il faut tenir la distance. Quelle est cette présence donc qui s'affirme derrière l'écran, même sans image? Leurs relations, leurs échanges, même sans corps à corps direct, ont une réalité charnelle, sensuelle. Il n'y a rien de virtuel dans cet amour, juste deux corps tenus à distance, cherchant par tous les moyens à entrer en contact physique, hormis dans une très très belle scène à la fin, où les deux amants se rencontrent enfin et osent à peine se toucher. Leur histoire est terminée, ils le savent, mais ils se croisent comme pour se prouver justement que leur amour n'avait rien de virtuel, qu'il s'agissait d'un même élan imaginaire. L'auteur fictif décide d'écrire donc leur histoire, de la coucher par écrit, pour expliquer la nature de leur relation. C'est pour, au moment de la perdre, trouver au moins les mots pour dire ce qu'il y a eu entre eux, pour ne pas tout perdre.
Leur amour ne se passe pas des mots, il n'existe que par les mots échangés, les échanges attendus, les paroles fantasmées, les désirs soufflés, les mots absents et retrouvés. Dans les dernières pages du livre, l'auteur boucle l'histoire en évoquant le livre que nous avons en main. Il nous révèle que cette histoire qu'on vient de lire, ce serait jamais qu'un éternel recommencement parce que ce serait un livre désormais. Pour terminer, je voudrais parler d'un livre dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qui fait plein d'écho avec ce que vous avez tous dit. Dans le roman de Pierre du Crozet, qui parle d'Internet et du transhumanisme, donc qui s'appelle L'invention des corps, qui est paru en 2017 chez Actes Sud, le héros du livre déclare ceci: « Si j'écrivais un roman, Dieu m'en garde, j'ai des choses plus importantes à faire, je le construirais ainsi, en rhizome, en archipel, figure libre, interconnexion, hypertexte, car ça devrait être le fondement du récit contemporain. C'est une époque merveilleuse, vous savez. Notre être peut se développer comme les réseaux qu'il a devant lui, en arbre, en végétal, en pente ou en fontaine. Nous pouvons devenir sauvages, croître, devenir multiples, innombrables. Internet n'est pas une interface. C'est notre désir réalisé d'être un autre, ce sont nos lignes de fuite incarnées. Le livre de Philippe Hanoch est une de ces formes possibles, non pas tant dans son approche technique ou véritablement numérique, je ne crois pas qu'il soit très intéressé par les hypertextes, même si je vous conseille de lire et de lire régulièrement son blog qui s'appelle Hublot, vous le trouverez facilement en ligne, mais je crois plus du coup par l'élan imaginaire et la capacité à multiplier les mondes. Il se présente en effet comme la preuve d'un amour, un cadeau, il écrit mieux qu'un diamant, un présent, faute d'une présence, qui donne corps à ce couple virtuel, à leur étreinte imaginaire, un livre inspiré de leur histoire, écrit pour combler l'espace qui les sépare, où tout peut éternellement continuer. Par Herbert, cet être de fiction dont Philippe Hanoch nous restitue avec son écriture limpide et son humour distancié une lecture dont il s'autorise à nous faire les témoins, nous rendant ainsi complices et partenaires, livrés à notre tour à l'amour.